Pendant que tu regardes cette vidéo, un investisseur vient de signer un chèque de plusieurs millions de dollars pour miser sur le sport africain. Pendant que l'Europe vieillit et que ses stades peinent à se remplir, un continent de 1,4 milliard d'habitants s'éveille avec une rage de vaincre que personne n'avait anticipée. Et le plus fou dans tout ça ? Ce ne sont pas les milliardaires occidentaux qui mènent cette révolution, ce sont les gouvernements africains eux-mêmes qui ont décidé de reprendre le contrôle du jeu. Alors pose-toi cette question, et si le prochain empire du sport mondial ne se construisait ni à Londres, ni à New York, ni à Dubaï, mais à Kigali, à Dakar, à Casablanca? Bienvenue dans l'analyse la plus complète que tu trouveras sur la nouvelle frontière économique mondiale. Le sport en Afrique ne peut plus être analysé sous le seul prisme du divertissement ou de l'exportation de talents bruts vers l'Europe. Nous assistons à un basculement systémique orchestré par des gouvernements visionnaires qui ont compris une chose fondamentale. Le sport est un levier macroéconomique de premier plan. D'ici 2050, l'Afrique représentera un quart de la population mondiale. Mais le chiffre le plus saisissant pour tout analyste est celui-ci. 85% de la croissance de la population active mondiale proviendra du continent africain. Avec un âge médian de 19 ans et 70% de la population ayant moins de 30 ans, ce dividende démographique crée un marché de consommation de contenu sportif sans équivalent sur la planète. Les dirigeants africains l'ont compris bien avant les analystes occidentaux. La vision Road to Five, portée par l'African Sports and Creative Institute, est le manifeste de cette transformation pilotée par les États. L'objectif est clair et ambitieux. Faire passer la contribution du sport au PIB continental de 0,5% à 5%. Et contrairement à ce que certains sceptiques pourraient penser, ce n'est pas un rêve, c'est un plan d'action gouvernemental précis avec des étapes mesurables et des investissements massifs déjà en cours. Regardons les chiffres réels pour comprendre l'ampleur de l'opportunité. Pour un PIB continental estimé à environ 3 000 milliards de dollars par le Fonds monétaire international, le sport ne pèse actuellement que 14 milliards de dollars. C'est une sous-exploitation manifeste que les gouvernements africains ont décidé de corriger. L'heure est à la revalorisation agressive. Sous l'impulsion de Patrice Motsepe à la tête de la Confédération africaine de football, le prize money de la Coupe d'Afrique des Nations a augmenté de 40% pour atteindre 7 millions de dollars et celui de la Ligue des champions féminines a bondi de 52%. Certes, l'écart reste important avec l'euro à 30,9 millions de dollars ou la Copa América à 10 millions de dollars, mais la courbe de croissance est exponentielle et les gouvernements injectent des capitaux à un rythme jamais vu auparavant. 3 signaux majeurs confirment que la grande finance mondiale a enfin compris ce que les dirigeants africains savaient depuis des années. Premier signal, la valorisation de NBA Africa à 1 milliard de dollars. Deuxième signal, l'acquisition de MultiChoice et sa filiale Supersports par Canal+ pour 2,9 milliards de dollars. Troisième signal, et peut-être le plus significatif, l'investissement stratégique de 245 millions d'euros d'Afreximbank auprès de New World TV pour sécuriser les droits de diffusion. Ce dernier point est crucial car il démontre que les banques de développement africaines, soutenues par les gouvernements, voient désormais le sport comme un secteur industriel souverain. Ce n'est plus une question de prestige ou de soft power, c'est une stratégie économique délibérée. Ce flux financier massif n'est pas un hasard, il est propulsé par une révolution des usages que les gouvernements africains ont su anticiper et accompagner avec des politiques de développement numérique ambitieuses. L'Afrique court-circuite la télévision traditionnelle pour plonger directement dans l'ère de l'OTT, le streaming over the top et du mobile. Les projections annoncent 16 millions d'abonnés au service de streaming vidéo d'ici 2027, générant 2 milliards de dollars de revenus. Des acteurs comme Showmax ou Netflix ne sont plus des spectateurs, mais des disrupteurs actifs du marché publicitaire africain. La Coupe d'Afrique des Nations 2023, organisée par la Côte d'Ivoire, est le cas d'école parfait de cette synergie entre vision gouvernementale et exécution digitale. Grâce à des partenariats stratégiques avec Google, Meta et TikTok, la compétition a généré 2,1 milliards d'impressions et une croissance de 90% sur TikTok. Le gouvernement ivoirien a démontré qu'un événement sportif majeur pouvait devenir une vitrine technologique mondiale. Le fan africain est jeune, engagés et ultra connectés. Et les gouvernements investissent massivement dans les infrastructures numériques pour capitaliser sur cette réalité. Le premier Marocco Sportech Summit, organisé avec le soutien du gouvernement marocain, marque la volonté de structurer une filière technologique locale capable de monétiser la donnée des 1,4 milliard de consommateurs potentiels. Ce n'est plus seulement une question de diffuser des matchs, c'est une stratégie de souveraineté numérique sportive. Mais ces milliards de bits de données ne valent rien sans les infrastructures physiques pour ancrer le business dans le réel. Et c'est précisément là que les gouvernements africains démontrent leur engagement avec des investissements sans précédent.
Les stades ne sont plus des dépenses publiques somptuaires, mais des actifs stratégiques de nation branding. Le gouvernement sénégalais a investi 258 millions de dollars dans le Stade du Sénégal, une enceinte moderne qui rivalise avec les meilleurs équipements européens. Le Rwanda a consacré 104 millions de dollars à la Kigali Arena, positionnant le pays comme un hub sportif régional. Mais le leader incontesté de cette course aux infrastructures est le Maroc. Le gouvernement marocain a déployé un plan de développement global de 5 milliards de dollars, dont 500 millions sont spécifiquement alloués aux infrastructures sportives pour l'horizon 2025 et 2030. Cette stratégie vise directement l'accueil de la Coupe d'Afrique des Nations et surtout de la Coupe du Monde 2030. Le Royaume a compris que ces événements ne sont pas des fins en soi, mais des catalyseurs de transformation économique durable. Le modèle HUGO pour Understand, Grow, Own the Game, adopté par plusieurs gouvernements africains, n'est pas qu'un acronyme marketing, c'est une affirmation de souveraineté économique. Il s'agit de passer du statut d'exportateur de talents bruts à celui de propriétaire de propriétés sportives et de droits commerciaux. Les gouvernements veulent que la valeur créée par les athlètes africains reste sur le continent et bénéficie aux économies locales. Le calendrier des événements mondiaux confirme cette montée en puissance orchestrée par les États. Le mondial de cyclisme 2025 au Rwanda et la Coupe du Monde 2030 au Maroc positionnent l'Afrique comme l'hôte inévitable des grands flux touristiques et financiers mondiaux. Chaque événement est pensé comme un investissement à long terme avec des retombées calculées sur plusieurs décennies. Bien sûr, en tant qu'analyste honnête, il faut confronter ses ambitions aux réalités opérationnelles. Le sport business africain évolue dans un environnement complexe que les gouvernements travaillent activement à améliorer. Le paradoxe logistique est réel. Il coûte 2 000 $ pour envoyer un conteneur de Chine au Mozambique, mais 5 000 pour le transporter seulement 500 km vers l'intérieur du Malawi. Ces coûts de transport prohibitifs étouffent la croissance des PME du sport. C'est pourquoi les gouvernements investissent massivement dans les corridors logistiques et les accords commerciaux régionaux à travers la zone de libre-échange continentale africaine. Le coût du capital reste élevé car le manque de données fiables rend le risque difficile à quantifier pour les banques. Mais les gouvernements répondent en créant des fonds souverains dédiés au sport et en garantissant des lignes de crédit pour les entrepreneurs du secteur. L'Afrique ne capte encore que 1% du sponsoring mondial, mais les réformes de gouvernance en cours et la professionnalisation du capital humain, financées par les budgets publics, visent à briser ce plafond de verre. L'African Football League est le baromètre parfait de cette mutation. Initialement présentée comme la Super League africaine, la compétition a été renommée pour une raison stratégique évidente, se désolidariser des connotations négatives liées au projet avorté de Super League européenne. Le but est limpide, créer un produit premium capable de générer 100 millions de dollars de dotation et de multiplier la valeur marchande des joueurs locaux par 2, 3 ou même 4. Certes, des voix s'élèvent. Des légendes comme Roger Mila auraient préféré une amélioration des compétitions existantes. Des propriétaires de clubs craignent que l'AFL ne fragilise les ligues nationales. Mais ces débats sont sains et nécessaires. Ils démontrent que l'écosystème sportif africain mûrit et que les parties prenantes soutenues par leurs gouvernements respectifs négocient leur place dans cette nouvelle économie. C'est le test ultime. L'Afrique peut-elle créer une ligue d'élite sans sacrifier son écosystème de base? Les gouvernements parient que oui. L'avenir du sport mondial ne se jouera pas en Europe ou en Amérique du Nord, il se jouera ici, sur ce continent que les analystes occidentaux ont trop longtemps sous-estimé. Pour réussir cette transition, les gouvernements africains ont compris qu'il faut passer d'un simple exercice mercantile à un véritable exercice d'impact. L'investissement doit être porté par ce que Willem Biakop appelle un intentional purpose, un objectif intentionnel, créer des emplois, renforcer la cohésion sociale et bâtir une souveraineté économique durable. Si les gouvernements continuent à relever les défis de la donnée et de la logistique avec la détermination qu'ils affichent aujourd'hui, le sport ne sera plus seulement un jeu, il deviendra le moteur principal de la renaissance africaine d'ici 2050. Le terrain est prêt, les investisseurs arrivent de partout, et cette fois, ce sont les Africains eux-mêmes guidés par des gouvernements visionnaires qui sont propriétaires du jeu. La question n'est plus de savoir si cette révolution aura lieu, la question est de savoir si tu seras du bon côté de l'histoire quand elle s'accomplira.